Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du week-end. Nous revivons ensemble les temps forts de la semaine écoulée. Les agriculteurs vendéens prennent la route pour le fameux salon de l'agriculture. Ce sera le second voyage pour Malcolm. Ce taureau de race bazadaise va tenter d'obtenir une médaille. Nous sommes allés le voir avant son départ de Chavagne-en-Paillé, le reportage de Grégoire de Châtillon. Pas de doute, c'est bien un taureau, un sacré gaillard, avec un poids de 1100 kg à la robe couleur charbon. Malcolm, c'est son nom, à 8 ans, ce taureau de race bazadaise est bichonné au liquide vaisselle avant son départ pour Paris ce jeudi. Là, on fait un pré-nettoyage parce qu'ensuite, dans les transports, il va se ressalir. Là, on fait un pré-nettoyage pour l'habituer à être nettoyé aussi. Et on le finira donc une fois arrivé, descendu du camion à Paris. C'est le deuxième séjour de Malcolm à Paris pour le Salon de l'Agriculture. Particulièrement remarqué l'année dernière comme figurant, Malcolm a cette année toutes ses chances de faire parler de lui. Surtout que, et vous ne le savez peut-être pas, Malcolm est déjà un champion. Malcolm ayant déjà été champion de France donc en 2022 à Bordeaux lors du concours national et à Clermont-Ferrand lors du sommet de l'élevage. Tout le monde l'attend effectivement cette année pour le concours de la race bazadaise au Salon de l'Agriculture. Et les atouts de Malcolm sont nombreux pour devenir au salon le champion des mâles adultes de la race bazadaise, une ancienne race de travail du sud-ouest, aujourd'hui utilisée pour la production de viande. On pense qu'il a ses chances parce que malgré son âge de 8 ans, il a une prestance quand il se déplace qui est assez rare pour un taureau adulte. Et il a cette élégance dans sa démarche, etc. En plus, il a ses masses musculaires qui sont très intéressantes et importantes et une tenue de dos très très rectiligne lors de ses déplacements. Malcolm a en plus une particularité, c'est un taureau très long, ce qui est exceptionnel chez les Bazadais. Un champion vendéen peut être alors bientôt médaillé à Paris. Et on souhaite tout le meilleur à Malcolm. Depuis mercredi minuit, les pêcheurs cloués à quai depuis un mois peuvent reprendre la mer. C'est la fin de l'interdiction destinée à préserver les cétacés dans le golfe de Gascogne. Une reprise qui se fait dans des conditions météorologiques peu favorables avec du fort vent et de la pluie. Les effets de cette fermeture sont encore difficiles à évaluer. Ce qui est sûr pour les pêcheurs, c'est qu'elle fragilise encore le secteur. Oui, il y a des bateaux qui vont déposer le bilan. Oui, c'est évident. Il y a des couples qui vont voler en éclats. Et pas uniquement sur la partie pêche, j'insiste bien. Il y a certainement des halles à marée qui vont être obligées soit de fermer, soit de redimensionner. Il y a forcément des entreprises de mareyage qui vivent directement par rapport au débarquement dans les halles à marée qui vont disparaître. On est là à se demander aujourd'hui, est-ce que la peau d'un pêcheur vaut la peau d'un dauphin, quoi. C'est peut-être choquant ce que je vais dire, mais c'est ressenti comme ça par les pêcheurs. Vendée Expansion a signé une convention de soutien à des initiatives touristiques avec la société Emine, société qui gère le futur parc éolien en mer au large de l'Île-Dieu et de Noirmoutier. Il s'agit de dresser les contours de l'action à venir pour impulser une dynamique de valorisation touristique en lien avec le parc éolien. Depuis que nous sommes attributaires de la zone, c'est-à-dire juin 2014, notre volonté a été, au-delà de cette approche industrielle, de se dire, pour favoriser un ancrage territorial du parc, qu'est-ce que l'on peut faire de plus? Et oui, nous signons des partenariats avec différents partenaires pour des festivités locales, pour des festivités culturelles, pour la mise en valeur de patrimoine local aussi, chaque année depuis maintenant 10 ans. Nous avons partagé une vision commune qui est celle de dire faisons de ce parc un atout pour le territoire. On confie à Vendée Expansion une mission technique pour accompagner une dynamique, faire émerger une dynamique, en tous les cas on le souhaite, touristique en lien avec le parc éolien en mer. Chaque année, Emine investit près de 150 000 € dans des partenariats avec des festivals et festivités locales, par exemple le festival Réveillons-nous ou le festival À tout vent, mais d'autres projets sont envisagés. La première idée comme ça qui spontanément a éclos, c'est l'idée de pouvoir
emmener des touristes visiter le parc éolien, contourner les éoliennes, avec sans doute aussi, au-delà de la balade en mer, un contenu scientifique sur, bien sûr, le parc éolien, parce que c'est quand même une machine industrielle assez incroyable, et puis les conséquences, l'impact sur le milieu. Et donc, je pense que c'est une première piste, mais il y en aura sans doute d'autres. Et pour rappel, la première construction du idée, parc comme ça, éolien s'échelonne jusqu'en 2025. Ensuite, place à la mise en exécution jusqu'en 2050 pour les 62 éoliennes du parc. Moins 0,7% de dossiers de surendettement en Vendée. C'est le bilan de l'exercice 2023 de la Banque de France. Une véritable exception départementale alors que la tendance nationale est à plus de 8%. Depuis 2019, nous sommes même à moins 31% de dossiers en Vendée. Le faible taux de chômage et la forte employabilité du secteur est bien sûr la raison de cette tendance à la baisse. Donc on a traité la situation de 882 familles ou personnes seules en Vendée. On rapporte toujours le nombre de dossiers de surendettement aux 100 000 habitants, que ce soit en Vendée, dans chacun des départements. Donc c'est un rapport qui peut être intéressant en termes de comparaison. Eh bien, en Vendée, on a 148 dossiers aux 100 000 habitants, là où dans le reste de la région, on en a plus de 200, et en France, on en a de l'ordre de 220. Donc, on voit qu'on en a un petit peu moins. Seul dans la région, le département de Loire-Atlantique a moins de dossiers aux 100 000 habitants que nous, avec 138 dossiers. Elle peut déposer un dossier parce que justement, son banquier lui a dit votre situation est très tendue, vous devriez aller à la Banque de France. Ça peut être son banquier, ça peut être un autre créancier, ça peut être quelqu'un de son entourage qui lui, ou bien d'elle-même, ou bien elle a demandé une information à la Banque de France, puisqu'on a un numéro de téléphone, le 3414, qui nous permet de répondre à toutes les personnes qui sont en difficulté financière. Et les ménages en difficulté ont tendance à déposer leur dossier de plus en plus tôt, ce qui facilite le rétablissement de leur situation. Souvent, un accident de la vie est à l'origine du surendettement. Alors, la situation type du surendettement, c'est des personnes qui connaissent un accident de parcours. Donc un accident de parcours, ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être un veuvage, ça peut être aussi une maladie. Ça peut être la perte d'emploi ou une problématique qui fait qu'on va se restructurer, réinsérer dans l'emploi. On est une période un petit peu comme ça qui fragilise l'équilibre budgétaire de la famille ou de la personne si elle est seule. On a effectivement une personne type, on dira plutôt une femme, mais encore que c'est 52% de nos surendettés, ce sont des femmes, souvent seules, avec un ou plusieurs enfants à charge, qui sont dans des emplois, on va dire, moins bien rémunérés et qui sont locataires. Pour autant, on a tout type de dossiers au surendettement. On a aussi en Vendée beaucoup de personnes qui sont propriétaires. Et notre rôle, c'est de trouver une solution pour ces personnes-là tout en préservant leurs biens immobiliers. Les plans d'échelonnement s'étendent jusqu'à 84 mois maximum. En dernier recours, c'est l'effacement de dette. Cela concerne 18% du montant total des dossiers clôturés, soit 6 millions d'euros d'effacement de dette pour la Vendée. L'approvisionnement en eau potable donne lieu à une crise majeure depuis plusieurs mois à Mayotte. Au départ de l'Hexagone, des moyens ont été déployés par l'État pour soutenir la population. En Vendée, 14 sapeurs-pompiers, dont 3 en service santé, y ont été envoyés. Le lieutenant Jean-François Paquier était dans le nord de l'île. Cette expérience est toujours riche, c'est une belle leçon de vie, aussi bien sur les valeurs, on va dire, l'aspect humain, l'aspect zone de confort, je dirais, qui était réellement en mode dégradé par rapport à la vie de camp sur la base, avec un partage avec les militaires, gérer la logistique, dormir en étoile de tente, les conditions climatiques, les conditions de travail. Donc tous ces aspects-là, il faut qu'on ne travaille pas dans une zone de confort, je dirais, habituelle. La distribution de l'eau était flagrante. On avait des files d'attente qui étaient sur des distances de 300 mètres environ, avec des gens très patients. Mais on sentait aussi quelque part un climat qui pouvait rapidement monter dans les tours, tout simplement par l'attente, par la peur de ne pas avoir d'eau. Donc tout ça se faisait quand même dans un climat, on va dire, serein, malgré le climat social de ce département français.
Retour en Vendée, où à l'heure des prises de conscience écologiques, l'abattage de 60 cyprès sur la dune du Jaunet à Bretignolles-sur-Mer suscite l'émoi. Les arbres sont âgés de 60 ans. L'élagage de la dune se poursuit jusqu'à la semaine prochaine. Elle se fait en accord avec le Conservatoire du Littoral. Explication autour de cette décision avec Grégoire de Châtillon et Mathis Pires. Quelques coups de tronçonneuse auront suffi pour abattre ces cyprès âgés de 60 ans. Depuis quelques semaines, inutile de venir se promener sur les dunes du Jaunet et de la Sauzet pour voir ces arbres. Ils n'y sont plus. Ça me fait un peu mal au cœur de voir des arbres si beaux, si vieux, qu'on ne voit pas partout, des cyprès de cet âge, abattus comme ça. On trouve ça désolant parce que comme on veut de l'oxygène un peu partout et qu'on enlève les arbres maintenant, ça fait mal au cœur, quoi. J'imagine que c'est pour une cause, pour quelque chose de précis, mais je comprends pas, quoi. Et bien justement, la raison, cette espèce d'arbre n'a rien à faire sur la dune grise. À la base, dans cet endroit, aucun arbre ne devrait pousser, mais pourtant d'anciens propriétaires en ont planté. Alors, pour retrouver la flore locale, il faut les couper. L'habitat dunaire, c'est un sol qui est pauvre en fait. Et là, vous voyez, de toute façon, c'est simple, hein, on peut... Bon, là, on est sur du sable, hein, mais à l'endroit où il y a des cyprès, en général, le sol, il est très très noir et il y a beaucoup de matière organique en fait. Et en plus, c'est très acide. La particularité des résineux, notamment des cyprès, en fait, c'est que du coup, ça va acidifier le sol, ce qui est très mauvais en fait pour les plantes caractéristiques de l'espace dunaire en fait. Ces plantes spécifiques poussent donc plus loin dans la dune. On va aller là. Là où les sols ne sont pas acides. La dune grise est un habitat qui est effectivement en voie de disparition, qui est en nette régression au niveau national, et c'est un habitat qui doit être protégé. 4 de ces cyprès sont toutefois préservés, jugés en bonne santé, ce qui n'était pas le cas des 60 autres selon le Conservatoire du Littoral. L'adjoint au maire de Bretignolles-sur-Mer fait face à de nombreuses critiques depuis le début des travaux. Moi-même, la première fois que je suis venu ici et que j'ai vu tous ces arbres, je me suis dit que c'était quand même assez joli à regarder. Sauf que un arbre ne vaut pas un arbre. Un arbre dans son milieu naturel, oui, mais un arbre qui n'a rien à voir dans son milieu naturel est contre-productif par rapport à l'équilibre écologique. Pour compenser l'abattage de ces conifères, la mairie replante de nouveaux arbres tout autour de la commune. La fin des travaux sur la dune est prévue dans les prochaines semaines. En voile, les 9 marins vendéens du voilier L'Esprit d'équipe ont bouclé la 3e étape de l'Ocean Globe Race. Ils ont franchi tôt dimanche 18 février la ligne d'arrivée à Punta del Este en Uruguay. Ils étaient partis d'Auckland en Nouvelle-Zélande le 14 janvier. Ils bouclent cette 3e manche en 6e position et occupent la 5e position au classement général. Une 3e étape marquée notamment par le passage du Cap Horn. L'Ocean Globe Race est une course rétro en équipage dans l'esprit de la course originale de la Whitebread Round the World de 1973. La 4e et dernière étape s'élancera le 5 mars, direction Southampton en Angleterre, ville de départ. On est relativement satisfait. Ceux qui sont devant sont des bateaux plus grands, plus rapides. Donc de toute façon, sur le papier, on peut difficilement être devant, sauf s'ils ont plus d'emmerdes que nous, quoi. Donc, c'est bien qu'on soit 5e. Ça serait bien qu'on arrive 5e qu'on finisse 5e sur ce général sur la dernière étape. Ça, c'est vraiment l'objectif, quoi. Culture pour finir, plus de 200 objets ou documents, dont certains manuscrits inédits, attendent le grand public à l'hôtel du département. Une immersion dans la vie et l'œuvre de l'écrivain vendéen Michel Ragon. À l'occasion du centenaire de sa naissance, le conseil départemental organise une grande exposition scénographiée jusqu'au 5 avril. C'est très important parce que Michel était très vendéen. Il aimait l'esprit de travail, l'esprit le goût du voyage des Vendéens. Et c'est très important pour fêter son centenaire, il soit ici présent et qu'on découvre toute son œuvre. Que les Vendéens commencent à connaître Michel Ragon, plus que par les mouchoirs de Cholet, mais avec toute son œuvre. Et il est parti à Nantes quand il avait 14 ans, comme l'a dit Monsieur le Président. Mais il est revenu en Vendée en 1980. À la mort de sa mère, il a pris conscience de ses origines, de ses racines. Et là, il n'a plus quitté la Vendée, en fait. Exposition à découvrir à l'hôtel du département aux horaires habituels d'ouverture et puis en itinérance au Printemps du Livre de Montaigu et dans les bibliothèques de Vendée.
C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité fraîche, vous le savez, ce sera dès lundi de 7h à 9h dans votre matinale. François Pérez sera aux commandes. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.